De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Kader Diaby, représentant Europe de la société civile ivoirienne, et de nos éditorialistes Alfred Changou et Samuel Gambok. Tout de suite, le dossier du jour. 2012, la Côte d'Ivoire est devenue un vaste chantier à ciel ouvert, une politique de grands travaux voulue par le chef de l'État Alassane Ouattara, une stratégie aussi pour relever un pays affaibli par la crise post-électorale. Résultat, une croissance soutenue et des indicateurs économiques satisfaisants. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. La Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance économique après la grande crise post-électorale qu'elle a traversée. Après un recul en 2011, le taux de croissance a atteint 9,8% en 2012, 9% en 2013 et 8,5% en 2014. Les prévisions pour l'année 2015 tournent autour de 9%. Cette croissance soutenue est tirée par l'investissement public et en particulier les grands travaux d'infrastructure comme le 3e pont d'Abidjan et les autoroutes. Le chef de l'État Alassane Ouattara a fixé comme objectif l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Quelle est l'importance des infrastructures dans le décollage économique du pays? Le financement des grands travaux d'infrastructures va-t-il entraîner un endettement excessif de la Côte d'Ivoire? Les infrastructures peuvent-elles induire une croissance inclusive? Les autorités ont initié les grands travaux pour booster l'activité économique. Le 3e pont d'Abidjan va fluidifier le trafic automobile dans la capitale économique Abidjan, qui compte plus de 6 millions d'habitants. Le monde rural n'est pas en reste avec les chantiers engagés par le Conseil Café Cacao dans les zones de production agricole. Le président nous a demandé de faire 2500 km de pistes. Nous avons 19 régions productrices de café cacao. À chaque département, il est créé un comité. Donc les pistes qui sont en urgence, qu'il faut reprofiler ou bien refaire, c'est le comité qui siège et qui décide. Nous donnons, par exemple, au niveau de chez moi à Bangourou, où le président est quitté avant-hier, nous donnons soit 500 km à répartir dans l'indénié du Ablé. Les infrastructures sont indispensables au développement du pays. Face à l'ampleur des financements nécessaires, les autorités font de plus en plus appel aux partenariats publics-privés. 127 accords ont été signés depuis 2012 pour un montant de 2 342 milliards de francs CFA. Le partenariat public-privé est un mode de financement en fait, qui permet donc d'apporter de mettre autour de la table les privés désireux d'investir, l'État et puis des agences d'aide au développement. En faisant un partenariat public-public, on recherche des investissements qui sont rentables, qui peuvent être très productifs, qui peuvent apporter aux populations, parce que le privé, il est intéressé. Donc, il parlera de la rentabilité. On met l'État aussi à la table pour ne pas oublier les aspects de solidarité et puis les aspects donc, de développement des populations. Les grands travaux d'infrastructure et les politiques macroéconomiques qui les sous-tendent doivent déboucher sur une croissance inclusive au bénéfice des populations. Celles-ci doivent être associées à la formulation de projets et exercer un contrôle sur leur exécution. La finalité de toute politique économique ou de politique de développement, c'est le développement humain, c'est-à-dire le bien-être des populations. Est-ce que les populations ont accès à la santé, à l'éducation, à la sécurité? Est-ce que ces populations peuvent participer à la vie de leur communauté, de leur pays, par un système démocratique qui soit transparent et participatif? Si oui, c'est ça l'essentiel. Autrement dit, la croissance est une étape vers cette finalité. L'utilisation des emprunts pour financer les infrastructures fait craindre un endettement excessif de l'État qui a bénéficié du programme PPTE, pays pauvres très endettés en 2012. À la fin 2014, la dette de la Côte d'Ivoire s'élevait à 7 804 milliards de francs CFA. Le pays a émis un eurobond d'$1 milliard en février 2015 au taux de 6,625% sur 12 ans. Il est également important d'améliorer la participation du système bancaire au financement de l'économie. L'endettement public est grosso modo acceptable tant que les performances de l'économie, c'est-à-dire le taux de croissance, est supérieur en quelque sorte au coût de ces emprunts-là qui est représenté par le taux d'intérêt. Est-ce que notre secteur financier joue un rôle qui favorise l'attraction des investissements directs étrangers? La nature de notre marché financier n'est pas encore ce qu'il faut pour permettre à celui-là de jouer un rôle d'attraction des investissements directs étrangers de façon conséquente. Pour atteindre l'émergence, l'économie ivoirienne doit se transformer de façon structurelle. Le secteur privé doit améliorer ses performances pour contribuer efficacement à la croissance.
Nos entreprises doivent investir davantage dans la protection contre la cybercriminalité et être moins influençables par les comportements des cybercriminels. Donc il y a nécessité de développer des stratégies informatiques de protection. Le fait que l'entreprise considère le dialogue social, la participation des employés à la prise de décision peuvent apporter donc des éléments de performance, notamment en termes d'investissement et en termes de valeur ajoutée. La culture d'entreprise, cette culture qui valorise le dialogue social, peut avoir des effets importants sur la productivité des travailleurs. L'une des caractéristiques de l'économie ivoirienne réside dans la faiblesse du système fiscal qui n'est pas optimal. 80% des recettes fiscales proviennent de 20% des entreprises. 600 entreprises contribuent à 75% aux recettes fiscales. Il est nécessaire de réduire le poids du secteur informel qui représente une part importante de l'économie. L'informel contribue à peu près entre 80 et 90% de l'emploi. Et donc ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord de leur faciliter les procédures pour être formels. Donc il faut leur alléger les procédures, les documents à produire pour entrer dans le secteur formel. Ensuite, il faut leur donner des avantages fiscaux. Bâtir une économie forte implique un secteur privé national robuste. Le gouvernement a adopté des mesures en faveur de PME, petites et moyennes entreprises. Le seuil de passation des marchés publics a été relevé de 30 millions de francs CFA à 100 millions de francs CFA et les procédures simplifiées. Nous avons fixé un quota de 20% de la valeur prévisionnelle des marchés que nous souhaitons voir attribuée aux PME. Donc nous souhaitons que 20% de la valeur prévisionnelle des marchés pour chacune des sociétés d'État et de l'État central, donc au niveau des ministères et institutions, soit attribuée aux PME. Nous avons introduit une marge de préférence pour inciter les entreprises à faire de la sous-traitance. Toute entreprise qui affecte 30% de la valeur prévisionnelle de son marché à des PME locales bénéficie d'une marge de préférence de 5% sur son prix. L'incitation à la sous-traitance va aider les PME à acquérir les compétences techniques de sorte à pouvoir faire des travaux à l'avenir. Les PME constituent 80% des entreprises ivoiriennes. Leur succès permettra à la Côte d'Ivoire d'être émergente à l'horizon 2020. Kader Diaby, est-ce que la stratégie du gouvernement ivoirien d'axer comme ça sa politique de développement sur la construction des infrastructures vous semble une bonne stratégie? Évidemment que oui. Je dirais que le président de la République, c'est vrai que quand il est arrivé au pouvoir en 2011, le pays qui sortait de crise finalement et voyait un certain nombre d'infrastructures, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a eu 10 années de crise précédentes qui ont justement contribué à ne pas renouveler en fait les infrastructures du pays ou en tout cas les entretenir. Donc il y avait quand même un investissement massif à faire dans ce domaine-là, bien évidemment. Quand on regarde de toute façon pour le développement d'un pays, investir dans les infrastructures est indispensable. Indispensable que ce soit moralement, parce que avoir des hôpitaux équipés, avoir des écoles proches du lieu d'habitation, c'est un devoir moral qui permet justement à la société, à la population d'avoir accès au strict nécessaire, à ce qui est immédiat. Quand l'opposition dit par exemple que les ponts, la construction des ponts, ce n'est pas une priorité, que ça ne profite pas spécifiquement aux populations, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, comment est-ce qu'on peut être compétitif quand, pour transporter par exemple un conteneur depuis l'Afrique subsaharienne, ça revient à peu près à 2000 $, alors que pour faire la même chose depuis les pays asiatiques, ça revient à 700 $ à peu près par conteneur. Ou bien simplement transférer de la marchandise depuis Rwanda jusqu'à Kenya, vous passez à peu près le même temps que de le faire depuis Tokyo jusqu'au Kenya. Donc, logiquement, investir dans les infrastructures permet d'avoir de la compétitivité, de gagner en compétitivité, de développer l'économie locale et bien évidemment de doper finalement le développement du pays. Ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du prolongement de l'autoroute du Nord, au niveau du pont Henri-Konan Bédié, au niveau du pont de Jacquesville, qui a permis justement de faciliter l'accès à la ville de Jacquesville, ou toute autre infrastructure permet aujourd'hui à certaines populations d'avoir de l'électricité, d'avoir de l'eau potable. Et donc, au final, de dépenser moins, de vivre mieux, c'est-à-dire dépenser moins sur les problèmes de santé et autres. Mais bien évidemment, il est certain, et ça,
en étant en Côte d'Ivoire, il est tout à fait évident que la vie devient de plus en plus chère et que, certes, il y avait un point par lequel il fallait démarrer, qui est l'investissement massif dans les infrastructures, qui permet justement de fluidifier le transport des marchandises et tout ça. Mais aujourd'hui, la priorité doit être donnée justement à la réduction de la cherté de la vie. Je pense que le gouvernement, le président de la République, en fin de mandat, mais dans les perspectives à venir, doit axer tout son développement, tout son investissement dans les infrastructures, cette fois-ci sociales. Et pour cela, permettez-moi de rajouter, c'est vrai que les partenariats publics-privés ont permis de faire leur preuve pour tout ce qui est infrastructure économique. Mais je ne suis pas certain que ce soit la seule voie qui permettrait justement de doper les infrastructures dans le domaine social. Parce que quand on dit investir dans un hôpital ou bien dans une école, ça n'intéresse pas l'investisseur lambda qui veut des projets qui soient rentables. Donc il va falloir réfléchir à d'autres sources de financement qui permettraient justement de doper le pays en fait en infrastructure sociale. Alors justement, Alfred, c'est la question qui revient souvent pour ces pays africains qui visent l'émergence dans un futur assez proche. Est-ce que ces grands travaux qui donnent un visage assez moderne à ces pays, est-ce que ça profite aux populations ? Fanny, les grands travaux, ce n'est qu'une partie du projet d'émergence. Bien sûr, les infrastructures sont nécessaires à la bonne marche de l'économie. Et de toute façon, investir justement dans les infrastructures, c'est créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire créer du travail déjà, ensuite permettre, quand ces équipements sont terminés, de fluidifier le commerce à l'intérieur même du pays ou, par exemple, pour les ports, permettre justement d'accroître les volumes des échanges qui transitent par les ports. Maintenant, pour les populations aussi, effectivement, il faut trouver d'autres moyens. Et je pense que ce qui a été dit dans le reportage, c'est-à-dire permettre à tous ceux qui sont dans le secteur informel, et là, pour le coup, de donner un coup de pouce pour leur permettre de sortir de l'informalisation à la formalisation en facilitant les transactions, les opérations au point de vue administratif, c'est déjà un pas qui va dans le bon sens. Ensuite, permettre l'accès au crédit. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut améliorer le quotidien justement des gens. Alors, on a entendu le ministre, je crois, de l'économie et de finances dire que l'offre bancaire financière n'est pas encore assez robuste, n'est pas assez solide. C'est là aussi un des défauts de la plupart des pays africains de ne pas penser à créer des banques dédiées qui peuvent aider justement à financer l'économie, que ce soit l'économie sociale, que ce soit l'économie verte, que ce soit d'autres types d'économies. Mais je pense que il faut effectivement mettre le pied à l'étrier. C'est ce que le gouvernement ivoirien a fait depuis la sortie de crise, essayer de remettre l'économie en marche et essayer justement de jeter les bases de ces transformations futures à venir. Alors Samuel, Alfred parle de financement des banques. Est-ce que justement pour financer ces grands travaux, la Côte d'Ivoire emprunte beaucoup? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'endettement excessif? Risque d'endettement excessif, je ne pense pas beaucoup parce qu'au regard des statistiques et des prévisions qui sont faites de la part de toutes les institutions, qu'elles soient internationales, intergouvernementales ou pas, on voit très bien que si ces performances économiques ont été réalisées au cours de ces dernières années, c'est justement parce que le gouvernement en place a non seulement su mobiliser les ressources financières en interne, mais aussi en externe. Et donc, ceci a permis aussi d'accroître, en réinvestissant ces ressources, d'accroître les recettes fiscales. Et ce qui contribue d'ailleurs aujourd'hui à rendre l'économie ivoirienne beaucoup plus attractive, c'est que les prévisions aujourd'hui montrent qu'il y a une réduction du déficit budgétaire par l'accroissement des recettes fiscales, mais aussi par la maîtrise des dépenses publiques. Ça, c'est le FMI qui le souligne. Et j'observe par la suite qu'il y a des initiatives qui ont été prises. Depuis que le président actuel a pris le pouvoir, il a lancé très rigoureusement un plan
national d'urgence, axé sur les secteurs prioritaires que sont la santé et l'éducation. Et les réformes qui ont été entreprises dans le cadre de ce plan d'urgence ont abouti au déblocage, par exemple, des salaires des fonctionnaires dans ces deux différents secteurs. Aujourd'hui, on voit très bien que les réformes structurelles aussi qui ont été par la suite entamées dans le cadre du programme national de développement ont abouti à améliorer l'environnement des affaires. Tout ceci rend l'économie ivoirienne plus attractive et la capacité de redistribution, peut-être au cours des années à venir, permettra d'accroître le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Kader Diaby, rapidement, est-ce que le gouvernement ivoirien fait appel, d'après vous, assez appel à la diaspora pour ces grands projets? Mais vous touchez du doigt en fait le cœur du problème. C'est-à-dire quoi? Vous avez d'un côté les partenariats publics-privés qui permettent d'investir dans toutes les infrastructures économiques. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne de l'extérieur. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont des personnes ou des qualités, de talents qui peuvent permettre l'investissement local dans les différentes régions de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a commencé à faire appel à la diaspora. Le président de la République, dès son élection, est arrivé en France et a lancé un appel solennel à ce que la diaspora se rende utile aussi au développement du pays. Il y a eu plusieurs fois des forums qui ont été organisés pour inciter les Ivoiriens à aller investir en Côte d'Ivoire. Et il y a eu également, récemment, au mois de mai dernier, un forum de la diaspora dont l'objectif était de mettre en place une politique d'intégration, de prise en compte des problématiques de la diaspora. Je pense que, à l'heure actuelle, il est indéniable que la diaspora contribue de quelque façon que ce soit, par des transferts de fonds, des flux financiers, à l'alimentation en fait de l'économie ivoirienne. Ce qu'il faut le rendre structurel. Il faut mettre en place, on parle de banques, il faut mettre en place des fonds d'investissement de la diaspora. Il faut mettre en place des bandes diaspora, par exemple, qui permettraient justement de mieux orienter l'économie ou les épargnes des Ivoiriens qui sont à l'extérieur vers des secteurs porteurs et qui intéressent l'économie du pays. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Une semaine après le coup d'État militaire, les autorités de transition ont été rétablies au Burkina Faso. La réinstallation officielle du président Michel Kafando a d'ailleurs eu lieu ce mercredi en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. Et au Burundi se pose la question de la reprise des négociations. L'Église catholique, très puissante dans le pays, appelle à un dialogue inclusif. Le gouvernement répond oui sur le principe, mais refuse toute discussion avec les opposants poursuivis pour insurrection. Nous allons marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.